Ah, si. Je ne sais pas pourquoi elle nous parle en anglais, mais voilà. Bon, écoute, Martin, je te laisse la parole. Je quitte la présentation et je te laisse prendre la main. Ok, je vais essayer donc de vous partager l'écran. Vous me direz si ça fonctionne. Euh, Ça marche, oui. alors, ouais, l'affichage n'est pas terrible. Oui, donc je vais vous faire donc un retour sur une étude que nous avons diligentée au niveau local l'an dernier, elle a un petit peu moins d'un an, sur la caractérisation de l'offre en matière de rénovation énergétique sur notre territoire. Alors, l'intervention, elle va être assez classique, hein. Je vais d'abord rappeler le contexte et ce qu'on a cherché à faire, comment on s'y est pris concrètement pour diligenter cette étude-là, et puis surtout vous en exposer les conclusions, les principaux enseignements et vous dire ce que cela nous a offert en perspective. Donc, c'est une étude que nous avons pilotée au premier semestre 2021. L'idée, comme le disait tout à l'heure Laurent, c'est que pour mettre en place une stratégie, il faut d'abord essayer de connaître ce qui se passe sur le territoire en matière d'offres de rénovation énergétique. Et on a souhaité caractériser cette offre parce qu'on avait deux problématiques qui, j'imagine, se rencontrent ailleurs. On avait d'une part un SP qui était en cours de montage, donc qui allait susciter de la demande dans les mois à venir. Et puis, on avait d'autre part aussi dans la sphère publique des démarches de PREP qui se multiplient, des opérations de rénovation bâtimentaire publique qui se multiplient. Et donc, on se devait d'apprécier un petit peu l'offre qu'il pouvait y avoir en face et sa capacité à suivre cette demande-là. Donc, les objectifs qu'on s'était assignés pour l'étude, c'était d'abord dresser un état des lieux territorialisés de l'offre. Donc là, il s'agissait de répondre à des questions très simples, hein. Combien est-ce que l'on a d'entreprises de rénovation énergétique sur notre territoire? Où se situent-elles? Sur quel segment de la rénovation énergétique interviennent-elles? Au-delà de cet état des lieux un petit peu quantitatif, le deuxième objectif, c'était de déterminer l'organisation de cette filière-là. On a essayé de le faire par sourcing. Donc là, il s'est agi plutôt de répondre à des questions du type est-ce que les entreprises sont positionnées sur du marché public, sur du marché au profit des particuliers? Est-ce que les entreprises interviennent en groupement? Sont-elles formées? Détiennent-elles des signes de qualité? Des choses un petit peu plus qualitatives. Pardon. Et après cet état des lieux, l'étude visait à proposer des axes de progrès pour essayer de mettre en place une stratégie qui fasse coïncider l'offre et la demande. En termes de périmètre géographique, donc je vais aller assez vite, on est un département relativement rural, 145 000 habitants, un territoire de montagne avec quand même quelques centres urbains qui maillent notre territoire. On a donc pris comme périmètre d'étude tout notre département, mais les frontières ne sont pas non plus étanches. Donc, on a souhaité l'élargir un petit peu pour tenir compte de cet aspect zone de chalandise dans lesquelles les entreprises interviennent. Donc, c'est pour cela qu'au-delà du département, on a pris un rayon de 10 km autour de notre frontière départementale et qu'on y a rajouté un certain nombre de pôles économiques qui nous sont périphériques, mais à partir desquels les entreprises de rénovation énergétique peuvent venir travailler chez nous. C'est par exemple Brioude en Haute-Loire, Figeac dans le Lot, enfin les principaux pôles que vous avez sur la carte. Donc la première phase, elle a été de recenser ces entreprises-là sur ce périmètre géographique. C'est la carte que vous avez à droite pour vous dire qu'on est arrivé à environ 2500 entreprises qui avaient été recensées, dont 1382 qui avaient leur siège dans le département du Cantal. Donc sur la carte de droite, vous en avez en fait la ventilation spatiale et le nombre d'entreprises qui ont été recensées par commune. On a souhaité le faire à une échelle assez fine pour derrière pouvoir éventuellement déployer certaines actions. Au niveau des entreprises que l'on a recensées, vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on a pris en compte. On a voulu prendre tous les segments de la chaîne de rénovation, mais groupés par grands blocs. Donc, en phase amont, toutes les capacités d'ingénierie, évidemment. Et puis, plus en aval, toutes les capacités de travaux, là où vraiment, pour lesquelles on est dans l'acte de rénovation. On a voulu prendre aussi les entreprises, c'est souvent oublié, mais qui interviennent en maintenance des équipements. C'est important dans la rénovation énergétique et dans le gain énergétique.
Et puis, on a évidemment intégré d'autres acteurs qui interviennent dans l'acte de rénovation énergétique, de type organisme de formation, des entreprises de rénovation globale, il n'y en a pas beaucoup chez nous, et des entreprises qui sont spécialisées pour intervenir sur des bâtiments de caractère, des bâtiments patrimoniaux. En revanche, on a sorti de l'étude tout ce qui est vraiment la chaîne très amont de la filière du bâtiment, à savoir les industriels et les fabricants de matériel, d'équipements, de matériaux ou de négociation de produits pour le bâtiment. Donc, comment est-ce qu'on s'y est pris? Pour l'étude quantitative, on a principalement utilisé 4 bases de données. Bon, la première, c'était la base Sirène, sur laquelle on a en fait trié les codes NAF sur les types d'activités, donc pour reprendre tous les segments que j'ai évoqués précédemment. On a également utilisé la base RGE pour ce qui concerne les signes de qualité. Et puis, on a pu croiser ces bases de données avec voilà, des sources un peu plus informelles, notamment les bases de données dont pouvaient disposer nos 2 chambres consulaires sur le territoire. Donc ça, c'était pour l'aspect quantitatif. Sur l'aspect qualitatif, on a essayé d'aller questionner un certain nombre d'entreprises par sourcing, donc soit par l'envoi d'un questionnaire, soit directement par entretien. Donc là, pour respecter un petit peu, je dirais, un équilibre dans les entreprises qui ont été sollicitées, on les a ventilées dans cette grande classe et on a essayé de faire en sorte que le sourcing porte de manière équilibrée sur chacune de ces catégories. Donc, on va retrouver conception, travaux d'isolation, équipement thermique, projet complet, projet complexe, organisme de formation, et puis quelques autres acteurs qui étaient incontournables, comme Cantal Ingénierie Territoire ou d'autres structures présentes sur le territoire. Au niveau du coût, cette étude, c'est à peu près 15 000 €. On a recouru pour la diligenter à un groupement qui comprenait d'une part un consultant et d'autre part un maître d'œuvre, en l'occurrence un architecte. Et puis, ce qui est important de noter, c'est que ce coût, il comprend l'étude quantitative, l'étude qualitative, où on avait, nous, fixé une exigence de résultat en termes de sourcing, où on devait avoir 50 entreprises qui avaient été sourcées à la fin de l'étude. Et puis, les 15 000 € comprenaient également les propositions de progrès et voilà, des pistes de réflexion pour l'avenir. Les enseignements de cette étude que nous avons diligentée, enfin moi je les trouve extrêmement enrichissants. Au plan quantitatif, d'abord, on s'est rendu compte que par rapport au département qui nous entoure, on est un département qui est plutôt en sous-effectif global d'entreprises de rénovation énergétique, là où les autres sont à un peu plus de 11 ou 12 entreprises pour 1000 habitants. Nous, on est plutôt en dessous de 10, donc il y a déjà un premier constat qui s'impose. Au niveau des segments, on a en particulier une faiblesse qui est assez marquée sur les capacités amont, à savoir les capacités d'ingénierie pour monter les projets. Et on a peu ou pas d'entreprises qui sont capables d'assurer des opérations de rénovation globale. Bon, ça, ce n'est pas une surprise. Les entreprises sont plutôt concentrées sur les pôles urbains. On a un tissu qui est extrêmement dominé par les entreprises de petite taille, la moitié en 1 ou 2 salariés, c'est dire. Et en revanche, bonne surprise, on est dans un département qui est plutôt bien positionné en termes de qualification RGE, où on est à peu près à un taux de 20%. Ça, c'est pour le quantitatif. Au plan qualitatif, le principal enseignement, c'est que on était parti au départ pour plus axer la réflexion sur la structuration de la filière et on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait un souci qui dépassait tous les autres pour les entreprises, c'était recruter des personnels formés et les fidéliser. Donc ça, c'était vraiment un préalable incontournable avant d'envisager d'autres actions de mobilisation de la filière. On a aussi détecté sur certains secteurs des enjeux assez prégnants au niveau de la transmission des entreprises, compte tenu de l'âge des dirigeants. Et puis, bon, là, c'était peut-être plus conjoncturel. On avait un plan de charge qui était ressenti par les entreprises comme très fort en milieu d'année dernière. Il y avait des inquiétudes quand même qui se manifestaient plus à moyen et long terme. Voilà. Donc, à partir de ce bilan, eh bien, le bureau d'études qui nous a accompagnés a dégagé 5 axes de progrès. Alors, bon, je n'aurai pas le temps ici de rentrer dans le détail. Il y a 5 pistes qui ont été identifiées dans les têtes de chapitre
c'était d'abord l'attractivité de la filière bâtiment et de la formation, les compétences de la maîtrise d'ouvrage et l'accompagnement, les compétences des entreprises et la qualification RGE, qui est très importante pour corréler ça à la perception d'un certain nombre d'aides, l'animation de la filière, la coopération et la transmission d'entreprise, et enfin un dernier RAX qui portait sur la commande publique. Cette étude, elle a été transmise, c'était un des objectifs initiaux, aux porteurs du SPE dans notre département, qui, je le rappelle, chaque porteur de SPE a aussi à sa charge l'animation et la structuration de la filière. C'est l'axe 3 de mémoire. Donc voilà, ce matériau, il a pu être livré aussi au SPE pour que derrière, il puisse réfléchir à engager des actions pour structurer la filière. Et puis, on a des choses un peu plus concrètes qui se sont engagées. Lorsque tous les partenaires ont été autour de la table dans le comité de pilotage, eh bien, certains se sont immédiatement rencontrés ensuite. Et par exemple, il y a un travail qui est en cours entre la région, l'organisme de formation, la FFB et la CAPEB, pour monter une formation, en l'occurrence une formation courte de 4 mois, qualifiante, avec des personnes qui sont immédiatement employables sur le créneau de la maçonnerie notamment et du gros œuvre. Voilà en quelques lignes ce que l'on a fait. Je me tiens à votre disposition si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez naturellement récupérer le cahier des charges de l'étude. Voilà ce qui peut être dit rapidement. Merci beaucoup, Martin. C'est vraiment toujours très intéressant. Si tu peux revenir à la diapo précédente, c'est vrai que je note quand même deux choses qui m'impressionnent. C'est qu'on voit bien que dans les résultats, alors que ce n'était pas téléguidé, si je puis dire, eh bien, finalement, on a des mesures, juste après, des mesures qui concernent finalement la maîtrise d'ouvrage, l'animation, la commande publique, et puis de l'autre côté, des choses qui concernent les entreprises, la qualification, l'attractivité, la formation. Et donc, on voit bien que finalement, c'est bien les deux côtés, l'offre et la demande, qu'il faut travailler ensemble. Donc ça, c'est le premier point qui me semble vraiment intéressant. Et puis l'autre point, c'est l'intérêt d'avoir une étude comme ça, c'est aussi d'avoir un comité de pilotage dans lequel sont représentés finalement la FFB, la CAPEB, le département, enfin toutes les autorités à la fois du côté entreprise, mais aussi du côté des collectivités, et que tout le monde partage le constat finalement. Je ne sais pas si tu peux nous redire deux mots là-dessus, mais quelle était l'ambiance dans ce comité de pilotage? Comment les participants l'ont ressenti? Est-ce que finalement ça a vraiment permis de les embarquer avec vous, si je puis dire? Oui, je pense que le constat, il a été, sur la base des chiffres, il a été dressé de manière collective. Je crois que ça, c'est un point fort pour des actions à mener. Après, donc les embarquer, oui, là où les choses deviennent très complexes, c'est pour mettre en musique après tout cela par la suite. Puisque comme vous le voyez dans les recommandations, on a beaucoup de choses qui sont très transversales, qui peuvent potentiellement intéresser beaucoup d'acteurs. Et donc, coordonner tout cela, ça va être ce qui sera peut-être le plus difficile dans les temps à venir. Pour prendre un exemple, lorsqu'on parle d'attractivité de la filière bâtiment et de la formation, vous voyez l'ensemble des partenaires qu'il faudrait mettre autour de la table et coordonner pour avoir des actions très concrètes là-dessus. Merci. Alors, est-ce qu'on peut prendre quelques questions ou quelques remarques sur cette présentation? N'hésitez pas à prendre la parole. On est peu nombreux, donc on va en profiter pour être directement à l'oral. Par exemple, Pays Crétois, là, Thomas Pack. Oui. Alors, nous, effectivement, on serait intéressé par ce genre d'études à l'échelle de notre territoire. C'est une étude qui a duré combien de temps entre le démarrage et... J'ai volontairement souhaité que l'étude aille vite, ce qui n'empêche pas de travailler sérieusement. Donc, l'idée, c'était lancement de l'étude janvier 2021, rendu juin 2021. Okay. On en a d'autres. Il y en a aussi une qui a été menée sur le département de la Haute-Savoie par la CCPMB dans le cadre d'un programme acté. On en a une également qui a été menée par la CAPI, un peu plus ancienne, il y a 2 ou 3 ans, sur le Nord-Isère. Donc, on commence à avoir un petit peu de bouteille, si je puis dire, en termes de cahier des charges ou de rendu de ce type d'études. Parce que quelle serait l'idée pour toi, Thomas? En fait, la difficulté, c'est de se dire quel est votre pool d'entreprise, comment ça se passe chez vous finalement?
Nous, on a rien que sur le parc public, parce que le tertiaire, il s'applique, le décret tertiaire, il s'applique également au privé. On aurait une centaine de bâtiments et on a, nous non plus, pas beaucoup d'entreprises susceptibles de mener de la réno globale sur un groupe scolaire de 2500 m². Par exemple. Donc, effectivement, même si on arrivait à rassembler tous les financements nécessaires, il risque d'y avoir un goulet d'étranglement au niveau des capacités des entreprises à répondre. On ne sait pas aujourd'hui très concrètement comment ça va se passer, d'autant que le gros effort à fournir chez nous pour le décret tertiaire, c'est avant 2030. Donc, on voit bien que ça ne passe pas, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions là, sur l'intervention de Martin? On vous partagera donc le cahier des charges, mais également celui de la CCPMB. C'était un peu moins cher de leur côté, mais c'était un peu différent. Ils n'ont pas été jusqu'à la maîtrise d'œuvre et puis surtout, ils se concentraient sur le bâtiment public et pas sur l'ensemble de la rénovation des bâtiments. Bonjour Noémie, moi j'ai une question là. Dans les études que tu viens d'évoquer, Laurent, on voit qu'il y a plusieurs échelles territoriales, soit des EPCI, soit du coup ce que vous venez de présenter là, à l'échelle du département. Du coup, je voulais avoir votre retour sur l'échelle qui, selon vous, est pertinente et pourquoi. Pour ma part, l'expérience que j'ai, c'est que de toute façon, le PCI n'est pas à l'échelle. C'était présenté tout à l'heure par Martin sur la zone de chalandise des entreprises. L'échelle de l'EPCI n'est pas pertinent pour ce type d'études. Il faut à minima remonter à l'échelle départementale. C'est aussi là qu'on retrouve toutes les organisations, les CCI, les chambres des métiers, les FFB, les CAPEB. Ça n'empêche pas de faire un petit zoom un peu sur le trait local, si je puis dire. Mais si on se contentait de travailler à l'échelle d'un EPCI, déjà, on voit bien sur l'étude que déjà à l'échelle d'un département, alors c'est un petit département et très rural, mais quand même, à l'échelle de l'EPCI, je pense que ce n'est pas suffisant pour avoir une bonne vision de la situation. Pour autant, et pour continuer, pour continuer de répondre à ta remarque, on s'est aperçu, notamment sur le pays du Mont-Blanc, qu'il y a une particularité de zone de montagne et de travail en station qui est vraiment très spécifique et particulier pour cet endroit du pays du Mont-Blanc et qui est peut-être pas vrai sur d'autres endroits, enfin d'autres territoires de la Haute-Savoie. Et donc là, le petit zoom PCI est quand même assez intéressant parce qu'ils ont une situation très particulière par rapport au tourisme et par rapport aux stations de montagne. Ok. Donc, je vous mettrai à disposition toutes les études et puis on pourra revenir aussi là-dessus tout à l'heure. Et je propose de laisser la parole à Isabelle Dufour pour la présentation de son activité au sein de Lyon Pacte PME. Alors, du coup, c'est moi qui partage l'écran. Comme tu veux. Alors, bonjour à tous. Merci de me permettre de présenter Lyon Pacte PME. Merci Laurent. Je cherche la présentation qui va bien. Sinon, je peux la partager éventuellement sous les yeux. Non, ça doit marcher normalement. Je devrais être assez agile avec Zoom depuis le temps. Voilà, ça marche là? Oui, c'est bon, on l'a sous les yeux. Alors, donc, Lyon Pacte PME, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est juste changer de slide, merci. Je ne sais pas si je peux changer. Donc, le Lyon Pacte PME, c'est un dispositif que nous avons lancé en 2015 à l'initiative de Monsieur Collomb. Et c'est une déclinaison en fait, de l'association Pacte PME qui a été créée en 2010 sous Nicolas Sarkozy pour faire écho à ce qu'on appelle le Small Business Act américain. C'est une loi américaine qui est sortie en 1957 et qui alloue des parts de marché de manière réglementaire sur les marchés publics aux PME américaines. Donc, on a essayé de faire l'équivalent en Europe et en France, donc on n'a pas réussi avec nos lois. Donc, on a créé le Pacte PME et nous avons créé le Lyon Pacte PME en 2015 à Lyon. Donc, ce dispositif agit pour tout le territoire de la région. On s'appelle certes Lyon Pacte PME, notre nom va évoluer prochainement, mais aujourd'hui, on s'appelle encore Lyon Pacte PME, mais on opère pour tout le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est piloté par toutes nos institutions, à savoir la métropole de Lyon, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la CCI Lyon Métropole, le MEDEF Lyon-Rhône, la CPME du Rhône, la CMA du Rhône, l'association Pacte PME et l'Université de Lyon.
Donc, qu'est-ce que nous faisons concrètement? On met en relation les grands comptes publics et privés et les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le sujet des achats et achats d'innovation. Donc, on est vraiment très concret, on agit sur le business, on est là pour favoriser le territoire. Aujourd'hui, on utilise les termes de préférence régionale, préférence nationale. Ce sont des termes qu'on ose utiliser. Voilà, tout ça n'est plus un tabou. On est sur de l'achat local, on est très franco-français, voilà, on est vraiment très bleu, blanc, rouge. On se bat tous les matins pour nos entreprises pour que notre business puisse rester en région le plus possible. Donc, on a un financement tripartite, Métropole de Lyon, Région Auvergne-Rhône-Alpes et CCI Lyon Métropole. Toutes les entreprises du territoire de la région peuvent participer, les grands comptes comme les entreprises, à titre gratuit et il n'y a pas d'adhésion. Du moment que les entreprises, les structures ont une agence basée en région, vous pouvez participer à tout ce que nous faisons. Voilà, si on peut changer de slide, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on opère sur le sujet achat et achat d'innovation, comme je vous disais. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On fait des business meetings de mise en relation. On part du besoin des grands comptes et on trouve des entreprises qui peuvent répondre à ces besoins. Donc, on fait du sourcing. On opère également pour des filières, c'est-à-dire qu'on fait les entreprises se rencontrer sur des filières. Donc, ça peut être sur l'aéronautique, sur l'IT, sur tous les sujets divers et variés. On ne se cantonne pas à un certain sujet. On organise également des conférences à thème d'achat pour les acheteurs de nos grands comptes et on leur présente également des PME, des TPE, des startups sur tous ces sujets d'achat, également des experts de ces thématiques. Nous faisons également la promotion d'appels à projets, d'appels à compétences, d'appels d'offres provenant de grands comptes à destination de nos entreprises, donc sur tous les sujets pareils divers. Donc, on pousse beaucoup de communication. On a créé un cercle achat, donc une communauté d'acheteurs qui se retrouvent tous les mois et qui évoquent des thèmes d'achat et des innovation dating. Donc, c'est la même chose que des business meetings, mais sur des sujets innovants. On permet à nos grands comptes de rencontrer des entreprises innovantes sur des besoins bien particuliers. Voilà, grosso modo, ce que nous faisons. Donc, on fait du sur-mesure pour nos grands comptes. On leur trouve des entreprises qui peuvent répondre à leurs besoins. Et pareil, côté PME, TPE, start-up, si des PME, des TPE, des start-up ont besoin de rencontrer des grands comptes, ont besoin d'être mis en relation avec des directeurs achats, des directeurs innovation ou autres, on est là pour essayer de les aider. Voilà, donc quelques slides pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, des business assez classiques, des business classiques, des conférences avec des rendez-vous B2B. Donc, on crée des sites internet, les entreprises s'inscrivent, elles peuvent participer à nos conférences et aux rendez-vous B2B. Donc, vous sollicitez des rendez-vous B2B auprès de nos acheteurs qui acceptent ou qui refusent. On fait des événements en présentiel, en digital, en mode hybride. Voilà, tout au long de l'année, nous organisons ce type d'événement. Il y a un événement bientôt sur le bâtiment durable de la métropole, là, il me semble. Oui, tout à fait, absolument. Et puis, vous allez voir, on organise tout un tas d'événements. On en a fait 130 ces 5 dernières années. Donc, on est quand même relativement actifs. Et effectivement, on a un sujet très prochainement sur le bâtiment durable et responsable. Donc, des innovation dating. Donc, on en a organisé pareil tout un certain nombre. Donc là, c'est des événements qui sont plus ciblés sur des demandes assez précises. Par exemple, Bosch Rexroth cherchait un capteur très particulier. Donc, c'était vraiment une demande très précise. Après, ça peut être assez large. Les HL voulaient simplement rencontrer un vivier d'entreprise. Air Liquide est allé jusqu'à la signature des contrats. Voilà, donc on part du besoin des grands comptes. Les grands comptes demandent des choses diverses et variées. On essaie de s'adapter et on leur fait rencontrer les entreprises qui correspondent à leurs demandes. Voilà, donc des conférences avec tout un tas d'intervenants différents. Ça peut être des élus politiques, des experts de tous ces thèmes importants. Ça peut être des associations, des dirigeants d'entreprises, des dirigeants de grands comptes. Voilà, on essaie de mixer les populations, on fait intervenir des personnes d'autres territoires, d'autres régions, des Parisiens, voilà, pour essayer de nous apporter le maximum d'informations sur toutes ces thématiques très importantes. Donc, pourquoi faire appel à Lyon Pacte PME? Donc, c'est évidemment pour faire du sourcing. Si vous avez besoin qu'on vous aide à rencontrer des acheteurs, voilà, on est là pour essayer de vous aider. Et pareil, dans l'autre sens, si vous êtes un grand compte et que vous avez besoin
qu'on vous fasse rencontrer des entreprises sur un sujet donné. On est là pour vous aider. Donc, on opère sur des horizons plus ou moins différents. Si vous êtes un grand compte et que vous avez besoin d'un sourcing très ponctuel, très rapide, vous pouvez nous appeler par téléphone ou par mail et on essaie de vous répondre soit dans la journée, soit dans la semaine. On essaie de vous envoyer une shortlist d'entreprises qui peut répondre à votre besoin. Ou alors, si vous avez un horizon un peu plus loin, d'un mois, 1 mois et demi, à ce moment-là, on peut pousser une communication et demander aux entreprises de s'inscrire pour montrer un intérêt à travailler pour vous, grand compte. C'est aussi très intéressant pour vous, grand compte, de savoir quelle entreprise peut participer et est intéressée à travailler avec vous. Et puis après, si vous avez plus de temps, plus d'un mois et demi, on peut aller jusqu'à l'événement où on peut vous faire rencontrer des entreprises sur des sujets bien particuliers. Donc, on est un dispositif entièrement confidentiel. On ne relaie aucune information à nos institutions, absolument aucune. Tout est confidentiel au dispositif. Donc, tout ce que nous faisons est confidentiel, n'est pas remonté. On n'a pas d'indicateur à tenir. C'est une valeur importante du dispositif. Donc, toutes ces mises en relation sont confidentielles au dispositif. Donc, c'est un point important pour nos grands comptes de ne pas communiquer sur la mise en relation, et y compris pour l'entreprise. Il est important que cette mise en relation soit confidentielle et on ne va pas vous rappeler suite à la mise en relation pour vous demander si la mise en relation a abouti ou non. On considère que c'est une information confidentielle entre vous. Donc, on est un tiers de confiance d'un niveau assez conséquent. Tout est stocké uniquement sur nos bases de données et pas au sein de nos institutions. Voilà, donc quelques chiffres que nous avons depuis le démarrage. En tout cas, ce sont des chiffres sur lesquels nous pouvons communiquer. Ça n'a rien à voir avec le contenu de la mise en relation, comme je disais, qui reste confidentiel. On a organisé, les chiffres ne sont pas complètement à jour, enfin, on peut importer 130 événements aujourd'hui. Nos 300 grands comptes du territoire aujourd'hui ont participé à tout ce que nous faisons. Presque 7000 entreprises ont participé également, et au travers notamment de 1700 rendez-vous B2B. Donc, il y a des événements où il y a des rendez-vous B2B. D'autre part, on organise également des salons. Voilà, donc c'est tout un tas d'opportunités pour les entreprises pour rencontrer nos acheteurs. On sait qu'aujourd'hui, il est très compliqué d'accéder à nos acheteurs. Et j'en parle très librement. Je suis l'ancienne responsable achat du privé pendant 15 ans dans des grands groupes industriels. Donc moi-même, je ne répondais plus au téléphone, je ne répondais plus aux mails. Donc je connais la difficulté des entreprises à être mises en relation avec les acheteurs de grands comptes. Donc, je ne leur jette pas la pierre, hein, loin de là. Je sais que c'est très compliqué, ça demande énormément de temps à nos acheteurs. Donc, nous sommes une opportunité pour nos entreprises pour leur permettre de les rencontrer, et notamment en dehors de toutes ces actions. Si vous êtes une entreprise et que vous avez besoin d'être mise en relation ponctuellement avec un grand compte, on est là pour essayer de vous aider. On intervient dans certains appels d'offres, on appelle les acheteurs, on leur explique que nous avons des entreprises, des bonnes entreprises, des belles entreprises sur notre territoire, et qu'il est important pour nos acheteurs de bien passer des commandes auprès de nos entreprises locales. Donc, ils jouent de plus en plus le jeu. Bien sûr, ils sont très sensibles à ces sujets, mais voilà, on leur rappelle régulièrement et on leur fait connaître leurs voisins. Voilà, donc on a créé un site internet l'année dernière, donc sur lequel vous pouvez retrouver toutes nos actualités. Donc, si vous n'avez pas accès à nos invitations pour une raison X ou Y, sachez que vous pouvez tout retrouver sur lyonpactepme.fr. Mais si vous m'envoyez votre mail, je peux vous rajouter à la base de diffusion et vous recevrez tout simplement nos prochaines invitations. Parfait. Ah ouais. Donc, voilà la liste de nos prochains événements. Donc, c'est un peu une liste à l'après-vert. Enfin, vous voyez qu'on organise beaucoup d'événements. On en a beaucoup au mois de mai, beaucoup au mois de juin. On a essayé de reprendre nos événements en présentiel. Expliquer bien à nos entreprises qu'il est important de se déplacer en présentiel, notamment pour la rencontre des acheteurs. Clairement, le sourcing, il est compliqué pour un acheteur encore aujourd'hui, même après la période de Covid, d'acheter auprès d'une entreprise qu'il n'a jamais vue. On n'en est encore pas là, hein, clairement. Les mentalités progressent, mais aujourd'hui, nos acheteurs apprécient quand même de rencontrer en présentiel nos entreprises, tout du moins pour la première fois. Il faut créer de l'humain, il faut créer de la relation. Travailler avec un grand compte ou avec n'importe quelle structure, n'importe quelle entreprise, il est important de créer cette relation sur le long terme. Donc, tout un tas d'événements. C'est vrai que c'est très intéressant. Et pour nous donner un peu plus de contenu sur ce type d'événement, par exemple, le forum bâtiment durable de
de la métropole là, le 5 mai. Quel est le contenu exact de cette réunion? Comment ça se présente en fait? Alors, c'est toujours sur le même format où souvent, on va dire 80% du temps, ça se passe comme ça. On a une petite conférence où c'est qu'on va évoquer un thème qui nous paraît être d'actualité ou sur lequel on a besoin de passer un certain nombre de messages au territoire. Et puis, des rendez-vous B2B. Donc, on a 2 heures généralement de rendez-vous B2B. Donc, c'est des rendez-vous qui durent 15 minutes. C'est essentiellement un échange de cartes de visite. Donc, on peut parler effectivement de votre offre, d'innovation. Les 15 minutes, ça passe très, très vite. Généralement, voilà, vous vous rencontrez après par ailleurs. C'est vraiment un premier échange, une première rencontre. Et après, vous pouvez vous rencontrer en digital. C'est pas grave, mais pour la première fois, c'est vrai que c'est bien et nos acheteurs apprécient. Les entreprises se déplacent et puissent les rencontrer en présentiel, même si nos événements permettent souvent le digital également. Pensez à venir. Et je dirais presque qu'il faut rester jusqu'au bout de l'événement parce que souvent les commandes, elles se font, enfin les bonnes mises en relation, en tout cas, elles se font à la fin. Voilà, quand tout le monde est parti et qu'il ne reste plus que quelques personnes dans la salle, et notamment les acheteurs, c'est vrai que c'est des moments qui sont hyper importants et c'est là que tout se joue, c'est là qu'on crée les relations. Comme je vous disais, on est dans l'humain, donc venez, déplacez-vous et voilà, et créer cette relation. Donc, tout un tas d'événements sur des sujets différents. Donc, sachez que même si vous n'êtes pas dans la cible, donc si vous êtes une entreprise et que vous n'êtes pas dans la cible de ces événements-là, si par exemple, j'en sais rien, moi, le 19 mai, on va parler mobilité, donc on va parler du vélo, de la mobilité active d'une manière générale. Et même si vous n'êtes pas dans ce périmètre-là, si vous n'êtes pas dans ce secteur d'activité-là, mais qu'en revanche, à cet événement-là, il y a un grand compte que vous souhaitez rencontrer depuis quelque temps, n'hésitez pas à vous inscrire. Nous, on ne refuse jamais personne. On est un facilitateur de mise en relation, de business. Donc, évidemment, on ne va pas vous refuser. Et si le grand compte en question, je ne sais pas, Sanofi ou Total ou je ne sais pas qui, que vous aviez besoin de rencontrer, souhaite vous rencontrer quand même si vous n'êtes pas dans la mobilité, il n'y a pas de souci, vous rencontrerez l'acheteur quoi qu'il arrive. Donc, on est juste des opportunités de mise en relation de nos acheteurs et on y met des thèmes. Voilà, mais le thème est presque un prétexte à la rencontre, si je puis dire. Donc, on a créé une plateforme qui s'appelle Fareco. Donc, c'est une plateforme qui est proposée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont nous sommes un partenaire important. C'est une plateforme dans laquelle nous croyons beaucoup. C'est une plateforme de mise en relation. Donc, pour l'instant, ce sont des entreprises industrielles qui sont inscrites sur cette plateforme. Il y en a, je crois, aujourd'hui 1200 qui se sont inscrites depuis l'été dernier. Voilà, donc c'est une possibilité de se rencontrer et pas que dans la mise en relation grand compte et entreprise et petite entreprise. Là, c'est tout format confondu. Même si nous, dans Lyon Pacte PME, on est limité à cette mise en relation-là, dans cette plateforme-là, la mise en relation est beaucoup plus large. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on est un petit peu décalé dans cette présentation par rapport à la présentation d'avant et à la représentation des collectivités. Ce qui me semble vraiment intéressant, c'est qu'on voit là une autre forme de discussion entre les maîtres d'ouvrage de projets de rénovation et les entreprises. Sous forme de réunions, de forums, de journées de discussion, de rencontres B2B. Et donc, on avait dans l'intervention précédente une étude générale pour voir un peu l'état des lieux de la situation et des entreprises. Là, on est plus dans le concret. Ce que j'avais dans la tête, moi, c'est que je me mets à la place d'un territoire qui veut lancer un programme de rénovation d'une dizaine d'écoles ou d'une quinzaine d'écoles et qui va organiser une réunion d'information pour les entreprises en leur expliquant son programme. Dans les 5 prochaines années, je vais rénover des écoles comme ci, comme ça, et engager la discussion soit en B2B, soit collectivement avec les entreprises pour dire qu'est-ce que ce type de programme vous inspire, à vous, les entreprises du territoire. Est-ce que ça vous semble inaccessible? Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Comment on peut s'organiser pour que ce programme de rénovation que je vais lancer sur mon territoire, vous puissiez y répondre et y participer. Donc, on voit qu'on change de cran et c'est vrai que j'insiste un petit peu, mais par rapport à la métropole de Lyon, là, quel est son besoin par rapport à la rénovation, au bâtiment durable? En fait, c'est ce type de choses. C'est la métropole qui se dit, tiens, je veux faire des bâtiments durables et voyons voir un peu quelle est l'offre sur mon territoire et ainsi de suite.
Alors, Laurent, je vois deux questions en fait dans ta question. Finalement, alors il y a effectivement une première chose. Donc, on est des ressources pour le territoire à titre gratuit pour monter tout un tas d'événements. Donc, effectivement, nous pourrions monter cet événement que tu évoques pour pousser des communications auprès de nos entreprises. Donc, on s'occupe de tout. On monte l'événement, voilà, on invite largement, on prête des salles, on fait venir les entreprises pour pouvoir pousser ces informations. Donc, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, effectivement, cet événement est organisé à la demande de la métropole de Lyon. Ça aurait pu être à la demande d'une autre institution. Bon, cette fois-ci, c'est effectivement la métropole de Lyon qui a besoin de communiquer sur ce sujet, qui a besoin de pousser un certain nombre d'informations au sein de la conférence. Mais dans tous les cas, le deuxième temps est un temps de rendez-vous B2B où voilà, ce sont des personnes qui vont se rencontrer et qui ont 15 minutes où elles peuvent échanger sur des sujets divers. Ça peut être des sujets tout à fait personnels à la structure. Ce sont simplement des temps d'échange et ça va beaucoup plus loin que le contenu même de la conférence. D'accord, oui, oui, c'est vrai que c'est l'occasion aussi d'une rencontre et d'échanges au-delà du thème lui-même. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à cette intervention? Des demandes de compléments? Bon, vous trouverez facilement tous les sites et autres dont nous a parlé Isabelle Dufour. C'est vrai que j'avais aussi assisté, moi, dans le passé à et j'en ai trouvé quelques-unes sur Internet, mais pas beaucoup, en fait, mais des réunions de territoire qui font des réunions d'information pour les entreprises PME, TPE sur les marchés publics sur le territoire. Donc, je me souviens d'avoir vécu ça à la CAPI, mais je l'ai trouvé un peu, mais pas trop en Rhône-Alpes, où c'est un département, par exemple, qui va présenter l'ensemble de ces marchés publics de l'année 2022 et qui va inviter pour ça tout le parc des entreprises du territoire pour leur présenter les choses en leur disant aussi, nous, ce qu'on souhaite, département, c'est que vous, les entreprises du territoire, vous soyez titulaires de ces marchés. Pour autant, c'est des marchés publics. Et donc maintenant, discutons ensemble pour voir comment on doit adapter ces marchés à votre besoin, comment vous devez vous adapter pour répondre à notre besoin et comment on fait coïncider vraiment ces deux aspects. Alors, je vois que Virginie a une question. Alors, je pense qu'elle est mentionnée dans le chat, c'est ça? Oui, bonjour, merci à vous. Oui, excusez-moi, j'ai peut-être manqué d'attention au début de votre intervention, mais est-ce que vous pourriez me donner d'autres exemples de grands comptes? J'ai compris que c'était des gros acheteurs, donc certainement des bailleurs Alors, sociaux. un grand compte, effectivement, donc un grand compte public, semi-public et privé, on les classe en 3 catégories pour être un peu plus précis. Donc, les grands comptes publics, ce sont les grandes collectivités, mais également les petites mairies. On considère qu'une mairie qui a une taille, un pouvoir d'achat assez conséquent est également un grand compte. Évidemment, tous les semi-publics, à savoir Engie, ERDF, Orange, etc., sont des semi-publics parce qu'en fait, ils répondent en tout cas pour partie au code des marchés publics, pas pour tous leurs appels d'offres, mais en tout cas pour certains appels d'offres. Et les grands comptes privés, ce sont nos grands groupes privés et également les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Donc, on met en relation ces grandes tailles de structures et les PME, TPE, start-up, voilà, sur l'axe business. Très bien, merci. Du coup, ça veut dire que j'imagine que vous avez... Pardon. Non, je veux dire, du coup, le syndicat d'énergie de l'Ain, typiquement, avec l'ensemble des marchés que vous menez ou que vous faites mener aux collectivités de l'Ain, vous êtes bien sûr dans la catégorie des grands comptes, de fait. Oui, tout à fait, absolument. D'accord. Je vois que vous avez mentionné d'autres questions dans le chat. Oui. Donc, qu'est-ce que vous avez répondu? Votre événement bâtiment durable a lieu quand? Alors, l'événement a lieu le 5 mai. Ça se passera à la métropole de Lyon. Donc, cet événement n'aura lieu qu'en présentiel. Donc, ça va demander à nos entreprises de se déplacer, à nos structures également. Alors, le 5 mai à la métropole de Lyon. Avez-vous des entreprises de l'Inde qui sont dans vos contacts sur cet événement? En fait, si vous regardez sur le site internet, donc je vais peut-être le mentionner dans le chat, le lien de l'événement, il y a toujours 2 populations d'entreprises enregistrées sur tous nos sites internet qui sont faits de la même manière. Les grands comptes qui s'inscrivent d'un côté et les petites entreprises qui s'inscrivent de l'autre côté. Donc, vous pouvez consulter, c'est public. En tout cas, celles qui sont mentionnées sur le site sont des structures qui souhaitent se rencontrer en rendez-vous B2B. Ceux qui ne souhaitent pas se rencontrer en rendez-vous B2B sont dans une catégorie qui n'apparaît pas sur le site internet.
Donc, concrètement, ça veut dire que le syndicat d'énergie de l'Ain est en train de monter, je crois que vous menez des dizaines d'audits sur la rénovation de bâtiments publics dans le cadre du décret tertiaire, c'est ça à peu près, hein, ou des centaines peut-être. Oui, Donc, du coup, vous allez provoquer, si je puis dire, beaucoup de travaux dans les années à venir et vous pourriez faire appel à Lyon Pacte PME pour organiser une réunion de sourcing en disant voilà ce qu'on a dans nos cartons, si je puis dire, en termes de projets et voir quelles sont les entreprises de l'un qui pourraient s'y intéresser et qui pourraient vous faire signe de l'autre côté en disant oui, ça m'intéresse. Parce que c'est vrai qu'en annonçant aussi d'un seul coup un gros programme un grand nombre de programmes de travaux, vous créez aussi un business, si je puis dire, enfin une surface de business qui peut intéresser les entreprises. Donc ce type de rencontre pourrait être organisé. Absolument, c'est exactement pour ça que nous avons créé Lyon Pacte PME, c'est parfaitement notre cible. Et effectivement, on peut réduire la taille des événements à un territoire. Ce que nous faisons par exemple le 28 juin, c'est la rencontre des entreprises de la métropole de Saint-Étienne. Voilà, on a essayé de le cantonner un petit peu à un certain territoire. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on ne refuse pas les autres entreprises qui ne seront pas du territoire, qui seront néanmoins de la région. Mais en revanche, on va quand même mettre un petit peu en avant les entreprises du territoire de Saint-Étienne. Parfait, merci beaucoup. merci. Donc, vous avez les contacts, vous avez tous les sites internet. J'ai eu aucun mal à trouver ces rencontres, notamment sur le bâtiment durable de la métropole. Et je vous remercie quand même pour ceux qui prendront contact avec l'Union Pacte PME ou Isabelle également, de me tenir au courant pour qu'on engrange un peu ces nouvelles expériences qui pourraient apparaître suite à cette discussion qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis, on va passer à la dernière présentation. Donc, du coup, Bien, Julien. merci beaucoup. Juste pour terminer, j'ai mentionné les deux liens, hein, le lien de Lyon Pacte PME dans le chat et également le lien de l'événement du 5 mai. Oui, je les vois, d'accord. Merci Parfait. beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt. Julien, du coup, tu veux que je passe les diapos ou tu veux le faire Ouais. toi-même? Ouais, je te laisse le faire, c'est pas un souci. Allez, hop, j'essaie de trouver, partager l'écran 1 et faut que je change le truc. J'ai l'impression d'être aussi un petit peu en décalage par rapport à ce qui a été dit, dans le sens où Et non, l'aspect local n'a pas été ce qui m'a motivé initialement. Mais je vais présenter ça c'est rapidement. ça. Ouais, mais en fait, vraiment, là, on est dans différentes façons de faire. Il Ouais. n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Hein. C'est simplement Mm. différentes façons de mettre en relation l'entreprise, enfin les entreprises et les maîtres d'ouvrage. Donc, je te laisse la parole. J'ai pas la présentation sous les. Ah, ça marche pas le partage? Je vois pas. Les autres, vous le voyez? Non, on ne va pas là. Alors, partager. Ah, c'est bon. Là, c'est bon? Ouais, c'est bon. On peut avancer. Bon, on va aller au contexte et objectif directement hein, sur le point là. Donc nous en fait on est parti d'un constat, c'est un peu ce que je disais là sur une problématique de maintenance sur les chaufferies en Ardèche. Quand on faisait nous des diagnostics en interne dans le cadre du service, on se rendait compte que c'était un peu compliqué, que la maintenance n'était pas forcément bien réalisée. On avait surtout déjà une absence de plan d'investissement pour le renouvellement des chaudières. Les chaudières, en général, elles avaient souvent plus de 20 ans. On a de nombreuses non-conformités constatées sur les contrats d'entretien. On avait un défaut de carnet d'entretien, une absence de disconnecteur, la non prise en compte des DTA, enfin, sur les problématiques amiantes. On avait souvent des contrats simples. Donc, c'est vraiment de l'intervention lors des pannes. Et du coup, en général, on avait les communes qui nous appelaient en disant j'ai la chaudière de mon école qui vient de casser et comment on fait pour le changer. En général, on avait une semaine même pas pour les accompagner. Et du coup, on n'arrivait pas à les accompagner. Donc, ils prenaient le chauffagiste qui venait leur prendre la chaudière à équipuissance et sans se poser la question de ce qu'il y avait à faire dessus, quoi. Donc l'idée c'était de se dire on va essayer de ramener un petit peu de la qualité sur je parle un peu fort
on va essayer de ramener de la qualité sur le service en lien avec les économies d'énergie, puisque nous, du coup, l'idée, c'est quand même d'apporter des économies d'énergie sur ce qu'on fait. Donc, pour ce faire, l'idée, ça a été de dire, on va passer à la slide suivante. L'idée pour nous, c'était de faire du coup Enfin, je reprends le truc. Du coup, dans le contexte. Ouais, non, c'est bon. Ouais, non, c'était là. Ouais. J'allais directement à la conclusion, en fait. C'est pour ça que je me souvenais plus de ma slide. C'est qu'on est dans un contexte aussi engageant pour la prise en compte de la qualité d'occupation des sites. Donc, on a effectivement le décret éco-tertiaire sur lequel il fallait répondre. On accompagne aussi la prise en compte de la qualité de l'air intérieur dans les écoles et les crèches. Et nous, on avait répondu à un AMI acté. C'était le premier où, du coup, on avait du coup du financement pour prendre des bureaux d'études et pour payer un poste pour travailler sur les solutions d'économie d'énergie dans les bâtiments. Et donc, ce qui a été proposé, c'était de mettre en place un marché d'exploitation groupé avec des objectifs de réduction d'énergie, type marché de température à intéressement pour ceux qui connaissent, pour essayer vraiment de rentrer dans une qualité d'utilisation de service. La difficulté qu'on avait, c'est que nous, aujourd'hui, on faisait déjà des réseaux de chaleur bois et on avait très très peu d'entreprises qui répondaient. On en avait une qui du coup savait qu'elle était seule et du coup les prix étaient en conséquence d'une absence de mise en concurrence. Donc ça nous embêtait aussi. Donc l'idée c'était aussi de faire venir des entreprises capables de faire de la maintenance et de la maintenance de qualité, quoi. On va passer à la slide suivante. Donc en fait, on organise un groupement d'achat à gaz. Donc il faut savoir sur l'Ardèche, sur les 335 communes, on n'en a que 42 qui sont desservies au gaz. Et donc grosso modo, c'est la vallée du Rhône. Et puis après, ça va sur Aubenas et sur Annonay, enfin nos plus grosses communes. Et donc, ce groupement où on a une trentaine de membres, enfin de communes, ça nous permettait d'avoir une connaissance des interlocuteurs dans les structures les plus importantes. On est aussi très rural en Ardèche. Et du coup, on avait aussi la maîtrise des consommations. Avec le groupement, on a accès au point. Donc, du coup, ce qu'on a fait pendant un an, c'est qu'on a fait le relevé de l'état des lieux des chaufferies sur 20 membres. Et on a réussi à en engager 13 qui sont rentrés dans le marché et qui regroupent 130 sites. En sachant qu'on a aussi pris des intercos qui sont aussi côté Drôme. C'est pour ça qu'on a un point côté Drôme au-dessus de Romans. On a Archaglo qui est aussi dans le groupement, donc ce qui permet d'avoir pas mal d'intéressés du monde. Et du coup, la particularité, parce que je disais un petit peu en introduction, c'est que les entreprises qui répondent au marché d'exploitation de chauffage, en général, ce n'est pas des petites entreprises locales. Alors, on a essayé on est allé les voir aussi. Alors, ce n'est pas vraiment des petites, mais des moyennes qui seraient en capacité de répondre à ça. Ça nous a permis d'avoir malgré tout un peu plus d'ouverture par rapport à ça. On est aussi sur un marché de qualité avec des obligations de résultats. On a des astreintes techniques, on a de la gestion de stock. Et la problématique qu'on avait, nous, avec les différents exploitants de chauffage, quand justement on a fait le sourcing, qu'on allait les rencontrer, ce qu'ils nous ont tous fait remonter, c'est qu'eux, ils sont quand même relativement loin. Les déplacements sur le territoire ardéchois sont un petit peu particuliers. Hein. C'est des routes qui sont pas faciles. On met beaucoup de temps pour se déplacer. Et du coup, comme on est avec des petites communes avec peu de patrimoine, ça a limité grandement la mise en concurrence. Et tous les exploitants nous avaient dit, pour venir, il faut que le P1, donc la part énergie, donc ce qui est la part la plus importante, soit pris en charge par l'exploitant dans le cadre du marché pour pouvoir répondre. Donc ça a été vraiment une grosse contrainte pour nous. Ça a été finalement de lâcher entre guillemets la maîtrise de l'achat du gaz sur ces communes-là pour réussir à faire venir des entreprises qui sont pas si locales que ça. Alors ils étaient côté Drôme, hein, ils étaient sur Valence, mais pour aller dans les petites communes ardéchoises, c'était compliqué de les faire venir autrement. Ça a été un parti pris politique et technique de notre part de se dire voilà, on laisse cette partie-là pour avoir de la concurrence, pour derrière avoir aussi de la qualité. On va passer à la slide suivante.
Du coup, le premier sourcing qu'on a fait, ça a été rencontrer nos homologues d'autres syndicats d'énergie de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui font ce type de travail. Et donc, on a allé rencontrer le CIGERLI qui travaille sur ces points-là. On a regardé du coup l'identification des entreprises qui répondent à ce type de marché, notamment des locales. Donc, on a pris contact, on les a rencontrés. On a rencontré du coup 5 entreprises pour la présentation du marché. On a discuté du coup des points bloquants pour les exploitants. Ce que je disais tout à l'heure, c'était surtout le P1. Les informations nécessaires à une bonne réponse. L'idée, c'était vraiment de leur dire voilà, qu'est-ce qu'il vous faut pour avoir vraiment la meilleure réponse sans trop perdre de temps. Donc, nous, quand on allait faire le relevé de matériel, ils nous ont bien dit tous quels étaient les points qui étaient importants pour eux pour pouvoir faire une bonne réponse. La connaissance des consommations, la connaissance des travaux prévus. Alors ça, on peut nous l'avoir aussi parce qu'on a un service où on vient aussi apporter nous du financement sur les travaux d'économie d'énergie pour les communes et pour les intercos. Donc, on savait un petit peu ce qui se passait. Et puis nous, il y avait des points qui nous étaient non négociables. Donc, on leur a expliqué les impératifs du marché, de comment on allait faire les choses et qu'est-ce qu'on attendait, nous, derrière du marché. Donc, c'était vraiment une rencontre à deux sens, quoi, pour qu'eux aussi puissent s'adapter à nos besoins. Et après, slide suivante. Je ne sais pas si je reste grand-chose. En termes de coûts, donc on a bénéficié d'une aide pour le poste d'un économe de flux, donc qui a été financé par le programme ACTE, donc qui a permis de financer du coup le relevé en interne des installations, la préparation des pièces du marché, l'accompagnement par un AMO, et l'AMO a été financé dans le cadre du dispositif ACTE, pour permettre de monter ce groupement. Et on va passer à la slide suivante. En conclusion, donc nous, le sourcing, c'est vrai que j'en ai pas forcément, on parlera peut-être dans les échanges, nous, il nous a permis vraiment d'adapter notre cahier des charges pour une réponse plus efficace des entreprises. Comme on savait qu'on avait les gros qui venaient, on a essayé aussi d'essayer de prendre en compte les petites, hein. Enfin, ça fait partie des objectifs. C'est la prise en compte des entreprises pour l'entretien des petites chaufferies ou lors des travaux de remplacement. C'est un point qu'on a vu avec on peut les citer, hein, c'était les IDEX, Dalkia, Engie, on leur a bien fait part de notre volonté qui est quand même une place qui soit réservée pour les petites entreprises, notamment pour l'entretien des T1, T2, enfin les sites qui sont les petites chaufferies et quand il y a des petits travaux. Et un autre point qui nous était un point fort et ils ont eu un petit peu du mal à le comprendre aussi, c'est que nous, au niveau du syndicat, on gère les certificats d'économie d'énergie en lien avec notre politique d'accompagnement d'aide, ce qu'on apporte des financements. Et donc, on avait besoin de continuer de maîtriser ce lien-là. En sachant que nous, l'objectif derrière, c'est de pouvoir... c'était un premier pas qui, on espère, va essayer de partir après derrière sur les gros bâtiments, partir sur du contrat de performance énergétique avec des travaux, du coup, avec un engagement de résultat par rapport à ça. Voilà, c'est dans les perspectives. C'est la slide d'après. C'est la slide d'après, pardon. Ah, pardon, excuse-moi. Donc, il y en a deux en fait, hein, d'objectifs. C'est là aujourd'hui, on avait pris par facilité parce que 130 chaufferies à aller visiter, c'est quand même assez compliqué. Puis la personne qu'on avait pris à l'époque elle n'avait pas forcément d'expérience là-dedans, donc il a fallu la former aussi en interne. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'ouvrir du coup le marché d'exploitation à l'ensemble des sites qui sont éligibles au décret éco-tertiaire. Donc tous les sites de plus de 1000 m², on commence à les recenser et à faire le point pour justement les intégrer dans ces contrats avec un objectif de réduction, sachant que nous, sur notre marché, ce qu'on a obtenu, c'est en moyenne 20 points de gains énergétiques par rapport aux consommations de l'année précédente. Et après, derrière, c'est ce que je disais, hein, mettre en place des contrats de performance énergétique pour s'assurer l'atteinte des objectifs de réduction d'énergie. Et là, en faisant des travaux plus conséquents hein, pour aller aux 60%. L'idée étant pour nous, c'était de dire on voulait d'abord vider entre guillemets le potentiel de maintenance
pour après, quand on fait les travaux, qu'on s'assure que les économies soient vraiment réalisées par les travaux et pas par juste une régulation qui n'a jamais été mise en place, quoi. C'était vraiment l'objectif, c'était d'aller vraiment dans le dur et pas se faire assassiner après derrière par les exploitants là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, Julien. C'est vrai qu'on voit bien dans cette présentation, en fait, que on n'est pas obligé de faire des grosses études ou des grandes réunions ou quoi que ce soit pour faire du sourcing. On peut aussi, comme tu l'as fait, échanger avec, comme tu le dis, des gens qui ont un peu plus d'expérience ou une expérience parallèle dans d'autres départements. Et puis, de l'autre côté, passer quelques coups de fil auprès des entreprises qu'on vise et voir un peu comment ils sentent le marché. C'est ça. Pour pressentir les points de blocage, comme tu dis, la formation des lots, des allotissements, est-ce que c'est assez gros ou bien intégrer, comme tu l'as fait, le P1 en disant de toute façon, le volume financier n'est pas suffisant et donc soit j'ai un appel d'offres infructueux, soit c'est moi qui fait bouger les lignes de mon marché. Hein. Et ça peut se faire de façon relativement simple quand on est sur un projet comme celui que tu présentes là, quoi. Oui, parce qu'il y a aussi assez peu d'entreprises qui répondent à ce type de marché. Hein, donc on en fait vite le tour aussi, quoi. Je ne crois pas avoir le CCTP de ton marché. Tu pourras peut-être me le faire passer à l'occasion pour qu'on puisse le partager. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur l'intervention de Julien ? Pas du tout. En préparant cette réunion, je m'étais dit, en fait, on a tous quand même des petits problèmes de réponse aux appels d'offres ou de présence des entreprises sur les territoires. Et je pense que le contexte actuel n'est pas aussi favorable qu'on aurait aimé par rapport à la massification et à l'amélioration de la qualité qu'on souhaiterait. Les échos que j'ai eus, par exemple, sur le Cantal, il y a toujours ce qu'a cité tout à l'heure Martin, avec une pénurie, j'appellerais ça comme ça, de bureaux d'études, par exemple. Et la question, c'est est-ce que je reste avec les 2 bureaux d'études traditionnels du Cantal qui font tous les marchés et qui finalement tirent le marché avec leurs propres compétences ? Et il n'y a pas suffisamment de concurrence. Et si jamais je veux faire bouger les lignes, comment je fais pour attirer de la maîtrise d'œuvre ou d'autres bureaux d'études ou d'autres architectes sur le territoire du Cantal, parce que comme l'a dit Julien, ce n'est pas si simple. Ils ne vont pas venir juste pour une petite affaire de quelques milliers d'euros là-dessus. Donc, quelles sont les façons de faire que je peux utiliser pour arriver à faire bouger les lignes et mieux faire correspondre la réponse des entreprises à ce que je souhaiterais sur mes marchés et inversement, comment je peux adapter mes marchés à ce besoin des entreprises. Et je ne sais pas comment vous le ressentez, vous, les uns les autres, on peut avoir une discussion un peu plus libre là, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment le sentiment que tous les marchés de rénovation de bâtiments publics que vous avez lancés, finalement, l'offre est là et tout va bien se passer, quoi. Ou est-ce que vous avez des inquiétudes et quel type d'action pourrait être envisagé pour corriger les incertitudes ? Je ne veux pas vous désigner, hein, vous prenez la parole quand vous voulez. Non, personne ne veut se lancer. Sur Grenoble, par exemple, Tom Cordier ou Anaïs sur l'Isère, comment vous sentez le marché? Comment vous sentez la situation actuellement? Du coup, je vais prendre la parole pour la LNM. Alors, nous, sur Bapora notamment, on a des marchés qui ont été repoussés là de 12 mois parce que les maîtrises d'œuvre avaient trop peur d'avoir des marchés infructueux. Et en accord avec les maîtrises d'ouvrage, on a décidé de reporter la consultation plus tard. Mais carrément d'un an? Ça a été décalé, ça aurait dû partir l'été dernier. Là, les marchés viennent d'être signés, donc ça n'a pas été tout à fait un an,
Mais effectivement, on a quand même pris plusieurs mois sur le projet pour s'assurer d'avoir des lots qui soient fructueux, quoi. Et avec certains lots où il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de concurrence. Alors, est-ce que sur Grenoble, là, c'est un projet qui est côté Grésivaudan, donc on est sur du périurbain. Est-ce que sur Grenoble, là, je ne peux pas répondre parce que c'est plutôt la LEC qui pourrait répondre à cette question. Mais effectivement, il y a le contexte en ce moment est quand même pas simple pour faire des mises en concurrence ou c'est une réelle concurrence. Les autres, ça vous fait réagir ou vous avez, j'essaie de vous tirer les verres du nez, hein, mais je sais pas, dans l'un, tout à l'heure, tu es intervenu, je crois que c'est Virginie, sur la situation. Vous n'avez pas fait d'études comme ça. Ça veut dire que vous n'avez pas de souci particulier sur l'Ain par rapport aux travaux que vous voulez engager. Alors, c'est vrai que vous êtes pour une partie de l'Ain à côté de la métropole lyonnaise, et donc là, il y a du monde, mais il y a aussi toute une partie qui est plus côté Haut-Savoyard ou Saône-et-Loire. Est-ce que vous ressentez un besoin quand même d'aller regarder est-ce que les entreprises seront en mesure de répondre et comment? Nous, personnellement, on a mis en œuvre un groupement d'achat, mais pour l'instant, on n'a pas, on a des gros dossiers en ce moment, donc on n'a pas lancé ce type de réflexion, mais on perçoit bien les contraintes, les motivations des collègues pour ce type de demande. Hein. Je pense que tôt ou tard, il faudra y venir de toute façon. Mais pour l'instant, on n'a pas ce type de projet. Et Tom Cordier, sur là également, c'est la même chose. En fait, votre vécu fait que vous n'êtes pas particulièrement inquiet, mais vous pressentez quand même qu'il y a un sujet. Nous, on travaille dessus depuis déjà pas mal d'années, notamment puisqu'on est aussi opérateur du SP. Donc, c'est un sujet sur lequel on intervient, tout ce qui est sourcing, etc., depuis plusieurs années. Et donc là, on essaye de le développer pour des travaux un petit peu plus importants que de la maison individuelle. Mais effectivement, il y a un vrai besoin d'accompagner les acteurs du territoire pour les faire aller vers de la rénovation performante, globale. Je pense que ça, c'est aussi bien du côté de la maîtrise d'œuvre, des entreprises de travaux, mais aussi de la maîtrise d'ouvrage. Donc, nous, on travaille autour de tout ça, notamment dans le cadre du du programme Bapora, mais pas que. Donc voilà, il y a un vrai besoin. Il faudra vraiment qu'on s'attelle à tout ça si on veut que le territoire avance vers des rénovations énergétiques qui soient performantes et qui soient massifiées. C'est clair. Ok, Mathieu Maillard sur la LTE 69 sur le Rhône. Alors, je ne pourrais pas trop parler du SP, mais je sais qu'ils font beaucoup de travail avec les groupements d'OMI et que ça a l'air de plutôt bien fonctionner, en tout cas mieux fonctionner que les années précédentes. Après, moi, tous les marchés de rénovation globaux ont pu être signés là, ces derniers temps ou sont en cours d'être signés. Et du moins, en tout cas, tous les lots ont été couverts et il y a même, très rarement une seule réponse par lot, donc il y a une certaine concurrence. Toutefois, en discutant avec les archis là, de certains projets, ils disent qu'ils ne craignent pas forcément la période d'aujourd'hui, mais ils sont beaucoup plus inquiets sur la rentrée de septembre. Alors, ils n'ont pas trop, j'ai pas trop cerné les raisons exactement pourquoi ils avaient peur de plus la rentrée de septembre. Mais en tout cas, voilà, c'est la crainte qu'il y a et que j'ai pu percevoir, c'était que les éventuelles fins de chantier ou un peu problèmes qu'il y a au niveau de l'approvisionnement ou même au niveau de la main-d'œuvre et du prix des matériaux, ça va plus se faire ressentir dans les mois qui viennent, quoi. Oui, c'est ce qu'on a ressenti aussi un peu sur le Cantal avec qui on avait échangé. Et du côté Arlisère, Adrien Gézéquel, est-ce que côté un peu savoyard, montagne, vous avez aussi un ressenti différent? Comment ça se présente? Comment ça se présente? Moi, je peux vous parler du patrimoine de l'agglomération, enfin de la communauté d'agglo. Sur les marchés où on a eu une seule réponse, justement, marché d'exploitation maintenance, où on a eu une seule réponse et on n'a pas pu avoir de mise en concurrence. Et le reste,
On n'a pas eu de projet sur notre patrimoine. On en a un en cours avec une consultation qui aura lieu en fin d'année. On verra ce que ça donne à ce moment-là. Mais on n'a pas de retour aujourd'hui ni positif ni négatif sur la question, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres interventions, d'autres personnes qui ont des vécus ou des interrogations différentes? Bon, on va arrêter là. C'est vrai que de mon côté, en tout cas, je pressens donc là, on a eu 3 présentations différentes avec des façons de faire très différentes en matière de sourcing. Je pense qu'à minima, tous les territoires où vous voulez vraiment accroître le développement de la rénovation des bâtiments publics, c'est intéressant d'avoir à minima une réunion, une discussion avec les FFB, CAPEB, CCI, Chambre des métiers, pour sentir un peu le pouls de la situation. Et je pense que, enfin, j'aimerais bien, si certains d'entre vous sont intéressés, ça me semble intéressant d'expérimenter, comme le fait Lyon Pacte PME, des rencontres en exprimant, voilà, je vais rénover X bâtiments publics sur ce territoire, et discuter avec les entreprises pour voir comment ils ressentent ça. Est-ce qu'ils vont nous dire directement, bah, de toute façon, tu peux toujours faire tes rénovations, nous, on ne répondra pas parce qu'on n'aime pas les marchés publics ou parce que je ne sais pas quelle autre raison, ou on n'a pas d'approvisionnement ou autre, mais au moins qu'on ne se retrouve pas simplement à aller dans le mur sans même s'en apercevoir, en fait. Donc, il me semble qu'à minima, prendre le pouls avec un espèce de comité de pilotage avec les organisations professionnelles et les institutions CCI, CMA, ça me semble le minimum. Et puis, plus si affinité, d'essayer d'aller un petit peu plus loin, juste avec une rencontre. On n'est pas obligé de faire une étude comme le Cantal, même si je pense que c'est sans doute la voie la plus intéressante, mais ça coûte quand même un peu d'argent. Mais pour les autres, ça me semble intéressant quand même oui, de commencer à discuter avec les entreprises pour pas qu'on se retrouve dans 6 mois avec tout un tas de marchés sur lesquels on avait compté et qui se retrouvent infructueux et des situations qui peuvent devenir compliquées. Toujours pas de réaction, c'est toujours le monologue. Non, je me moque. Bon, écoutez, merci beaucoup à tous les intervenants, merci beaucoup à tous les participants. Je vous mets, on vous enverra la présentation et puis le replay en lien. J'ai les CCTP et guides d'enquête de la DDT 15 que je peux vous mettre à disposition, mais également ceux de la CAPI et ceux de l'étude qui a été menée par la CCPMB Pays de Mont-Blanc en Haute-Savoie. Je vous mettrai aussi le CCTP du marché de Julien Caronnet sur le 07. Et puis, du coup, vous pouvez toujours me tenir informé si vous lancez des choses ou si vous souhaitez qu'on travaille ensemble là-dessus. Merci beaucoup à tous et puis bonne fin de journée et à bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Merci Laurent. Merci Laurent, à bientôt. Merci. Salut Marie. Hello.